Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc avec Conrad à nouveau. Salut Brieux, bonjour tout le monde. On a parlé beaucoup sur une précédente vidéo des différentes formes de l'épante. Et donc, on va vous parler aujourd'hui d'une ouverture russe qui peut être intéressante à jouer, notamment dans un méta, dans une culture où il y a beaucoup de lépantes qui sont jouées. Et donc, cette ouverture, c'est ce qu'on va appeler le rebond arménien. Donc, comme son nom l'indique, le but, c'est d'aller rebondir au début de la partie en Arménie, entre la Russie et la Turquie. Hop. Donc on va afficher une petite carte à l'écran. Conrad, dis-nous tout exactement comment on joue cette ouverture. Bon alors comme son nom l'indique, le coup qui va définir cette ouverture, c'est Sébastopol-Arménie. Donc qu'on espère évidemment va rebondir avec le coup Smyrne-Arménie. Le but n'étant pas du tout de parvenir en Arménie, mais bien de se faire rebondir. Donc insistant encore une fois sur le fait que ce coup Sébastopol-Arménie a surtout du sens dans un contexte de méta de lépante et donc de défense à la lépante de la part du Turc, plus particulièrement du Hérisson, Constantinople-Bulgarie, Ankara-Constantinople, Smyrne-Arménie. On va regarder les positions qui en découlent par analogie avec celles qu'on a vues dans la vidéo précédente sur les diverses formes de lépante. Donc les avantages de cette ouverture, alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on va les voir de la manière la plus claire dans les variantes de lépante un petit peu moins usitées, dans lesquelles l'Italie ne va pas rebondir enneigée à l'automne de la première année. Donc, par exemple, la lépante classique à 4 centres, où Venise tient au printemps. Donc les coups normaux, Vienne Galicie, Budapest Serbie, Trieste Albanie. Ici, on voit bien que l'Italie ne peut pas se permettre de rebondir enneigé parce qu'il lui faut mobiliser. Donc elle va effectuer le convoi Apulie-Tunisie et la flotte de Constantinople va donc être libre de passer enneigé. Quelle est la différence avec la variante où Sébastopol ne rebondit pas en Arménie mais va directement en mer Noire? C'est que maintenant, on a différentes tensions sur différents centres. L'Arménie met une pression sur Sébastopol et la flotte de mer Noire met une pression à la fois sur Ankara et Constantinople. Le coup habituel Arménie-Ankara va potentiellement exposer la Turquie au méchant stab russe de mer Noire-Constantinople. Et à cause de cette menace, la Turquie sera peut-être moins encline à jouer enneigé, va peut-être dès l'automne jouer contre la Russie, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Donc les avantages surtout de cette ouverture, c'est d'avoir personne en mer Noire et en Arménie, ce qui va sécuriser à la fois la Russie, donc qui n'aura pas un potentiel agression d'Arménie sur Sébastopol, et surtout la Turquie qui va pas avoir la menace de la mer Noire, qui peut prendre à la fois Ankara ou Constantinople, en tout cas qui peut menacer ces deux centres. Donc ça, c'est le principal intérêt pour la paix entre le Russe et le Turc. Le deuxième intérêt aussi pour la Russie, c'est qu'il va avoir une armée en Ukraine et la flotte en Sébastopol en même temps. Donc il va pouvoir soit attaquer à deux la Galicie, soit assurer la Roumanie en y mettant directement l'Ukraine, et sans avoir peur d'un rebond potentiel en Roumanie. Donc il a ces deux avantages-là. On voit aussi l'intérêt de ce coup. Dans l'ouverture autrichienne, Budapest soutient Vienne-Galicie, donc ce qu'on appelle l'ouverture de Lutz, qui est le prélude à la lépante Kay en Blitz. Donc avec Venise-Trieste dans ce cas-là. Venise-Trieste, tout à fait. Donc, contrairement au cas de figure où l'armée de Sébastopol serait en mer Noire, on n'a plus du tout de pression sur Sébastopol et on peut en toute quiétude se soutenir sur Roumanie. Le Turc peut également se joindre à ce soutien, donc le coup Ukraine-Roumanie sera certain de passer. Sachant que le Turc a aussi la possibilité d'aller attaquer Serbie ou Grèce pour gêner aussi la lépante. Oui, bon, alors disons Bulgarie-Serbie, c'est l'autre option. Ce qui contre également le soutien autrichien en Roumanie, parce que du coup, l'armée de Trieste ne sera pas soutenue en Serbie, va rester sur un centre autrichien. L'Autriche ne mobilisera pas et la lépante tombera complètement à l'eau. Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage, c'est que n'étant pas en mer Noire,
on ne menace pas de grappe sur Constantinople, le Turc peut partir en toute quiétude vers l'ouest. On n'a pas de tension contre-productive sur les centres nationaux de l'un et de l'autre. Un point peut-être à mentionner, donc, que ce soit à la fois pour cette variante-là, de l'ouverture de la Lépante, ou même dans tous les autres cas qu'on va voir, c'est que Smyrne a tout intérêt à remonter en Ankara à l'automne pour pouvoir permettre de mobiliser la flotte turque à Smyrne, pour avoir du coup 2 flottes au sud. Il faut que la Turquie en soit bien consciente. Malgré ça, dans ce cas de figure, étant donné que la mer Ionienne est obligée de soutenir l'Albanie en Grèce, on peut même se permettre Smyrne Constantinople finalement. Avec le risque que si jamais l'italien Vun s'enneiger, on se retrouve coincé. Ouais, mais on peut aussi jouer Bulgarie-Grèce. C'est ça, donc faut essayer de combiner les deux. Dans ce cas-là, si on tente Smyrne Constantinople, ouais, il faut jouer Bulgarie-Grèce. Ouais. Mais le fait de devoir jouer Smyrne Ankara, ça va plutôt se voir dans les cas de figure où l'Italie va être libre de rebondir enneigé. Ah, mais ça, j'y pensais pas justement. Mais en fait, c'est un point positif supplémentaire. Parce que ça permet Smyrne Constantinople dans les cas où l'Italie peut pas se permettre de rebondir enneigé. Parce qu'effectivement, en Arménie, où il faut qu'on revienne à Ankara, là on y va tout de suite. Ouais, effectivement. Avec toujours le risque, mais bon, on l'a dit, c'est pas la peine de rester dessus, mais que Smyrne Constantinople, s'il y a un boom enneigé, on se met vraiment dans la panade, parce qu'il faut pas mettre la deuxième flotte. Mais c'est possible, ça reste un peu risqué à faire, mais c'est possible. C'est pas vraiment risqué dans les cas où l'Italie est forcée de faire autre chose, quoi. Donc si on revient du coup dans un cas où l'italien va pouvoir faire le boom enneigé, donc notamment dans le cadre d'une lépante hongroise, donc on va avoir ce jeu d'ordre-là donc au sud, et donc là Lyon va être libre de rebondir enneigé. Voilà. Et donc dans ce cas de figure-là, il faut bien se souvenir qu'il faut jouer Smyrne Ankara ici, et non pas Smyrne Constantinople, parce que du coup il y aura rebond, l'armée ne bougera pas, et il faut que la Turquie garde Smyrne libre pour pouvoir reconstruire sa deuxième flotte au sud. Et donc dans ce genre de position, là ça va être aussi intéressant de regarder au nord autour de la Galicie pour la Russie. C'est-à-dire que là la Russie, a priori, son option la plus forte contre l'Autrichien, c'est d'assurer la prise de la Galicie tout de suite avec Varsovie. Donc c'est la deuxième pointe de ce rebond arménien, plutôt que de devoir resécuriser Sébastopol avec une flotte en mer Noire, on est maintenant à Sébastopol et sans armée turque en Arménie, donc on va pouvoir jouer Sébastopol-Roumanie. Alors cette armée n'est pas bien placée sur ce centre, mais ça va être très temporaire. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre la Galicie immédiatement avec le soutien Ukraine, soutien Varsovie-Galicie, Vienne-Galicie évidemment, Trieste-Budapest, tous les coups habituels. Et donc là, c'est intéressant donc dans ce cas de figure-là de voir que pour le Turc, le mieux à faire avec Bulgarie, a priori, c'est de soutenir Sébastopol ou Roumanie, sachant que dans ce cas de figure-là, la logique, là, du côté russe, c'est très vite de refaire sortir la flotte de Roumanie en Sébastopol pour mettre une armée en Roumanie. C'est quelque chose qu'on a pu dire par ailleurs, avoir une flotte en Roumanie pour la Russie, en général, c'est plutôt orienté contre la Turquie que contre l'Autriche, parce que ça permet pas d'avoir d'options sur Budapest. Mais donc là, on est vraiment sur une ouverture où c'est extrêmement temporaire, juste à l'automne de la première année, et que ça a pour vocation d'être changé tout de suite après. Ça va permettre à l'automne de la première année de construire une nouvelle armée à Varsovie. Côté turc, une flotte à Smyrne, une deuxième flotte a priori côté italien, une armée côté autrichien. Et ici, on va donc jouer Varsovie soutient Galicie, afin de s'y maintenir. Roumanie, Sébastopol et Ukraine-Roumanie, donc qui pourra être soutenu le cas échéant par la Bulgarie. Si la Bulgarie ne le fait pas, on peut perdre la Roumanie, notamment Serbie-Roumanie soutenue par Budapest. Ouais, mais là encore, ce sera très temporaire. D'une part, ça sera temporaire parce qu'on aura 4 unités, 3 Russes plus une Turque sur la Roumanie. Et surtout, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre le Russe et l'Autrichien. Et ça veut dire que Trieste coulissera en Serbie et n'ira pas en Albanie, ce qui sera aussi un risque pour l'Autrichien si jamais ça ne passe pas. On a détaillé dans une précédente vidéo l'importance pour Trieste d'aller alimenter la Grèce assez vite dans la lépante hongroise. Oui, absolument. Le Sud va rester sensiblement le même. La Turquie va jouer de la même manière qu'on a détaillé dans la vidéo sur les lépentes. C'est simplement la Russie qui va prendre un petit ascendant sur le front autrichien grâce à cette manœuvre. Ce qui n'est pas non plus un drame pour l'Autriche. Le fait qu'il y ait une flotte en Roumanie, que la Russie doive manœuvrer encore un petit peu pour ajouter
cette armée en Roumanie, ça va lui donner un petit peu de temps pour s'organiser au sud. Mais disons que voilà, c'est une version un petit peu supérieure pour la Russie de ce qu'on a pu voir précédemment, étant donné qu'elle a réussi à forcer la Galicie bien une ou deux saisons à l'avance, et qu'elle menace maintenant des débordements en Bohème, etc. Oui, et le point aussi qui est important, c'est le fait de rentrer en Galicie, ça permet de mobiliser à Varsovie tout de suite, et donc d'avoir une unité qui est plus proche du front autrichien que si on doit la mobiliser à Moscou. On gagne un coup aussi de déplacement à ce niveau-là. Il y a tout de même des inconvénients à ce coup Sébastopol-Arménie. Si d'aventure la Turquie n'a pas rebondi, enfin n'a pas joué Smyrne-Arménie, cette flotte va se trouver complètement hors de position. En particulier dans la variante, c'est une ouverture faible hein, en blitz, mais bon, il arrive qu'on la voit quand même. C'est Ankara, mer Noire, Constantinople, Bulgarie et Smyrne-Constantinople. Là, la flotte d'Arménie va se trouver très mal placée. Elle va pas pouvoir soutenir un coup en Roumanie. Souvent, on va avoir la Turquie qui va se soutenir justement en Roumanie, qui va prendre le centre. La flotte d'Arménie, bon, bah, elle peut essayer de graber Ankara, hein, ça m'est arrivé en pratique de jouer ça sans grand succès. Voilà, bon, dans ce cas de figure, on préfère de loin avoir rebondi en mer Noire, quitte à laisser la Turquie rentrer à l'automne et de pouvoir simplement se soutenir en Roumanie. Bon, là, s'il y a une lépante qui est bien huilée, qui déroule, la Turquie va pas pouvoir se défendre de toute façon avec son choix d'ouverture. Et souvent, la meilleure politique pour la Russie va être de sécuriser Roumanie et d'utiliser trois unités au nord parce que des perspectives au sud, elle n'en aura pas de toute façon. Alors là, avec cette flotte qui se retrouve esselée en Arménie, ce sera même pas possible. On va pas prendre la Roumanie. Bon, la Russie va avoir un aussi mauvais début de partie que la Turquie. Sachant qu'à long terme, elle a quand même, on l'a vu sur l'autre vidéo, mais vraiment cette ouverture en mer Noire et Spirne de Constantinople, du point de vue turc, s'il y a une lépante hongroise qui se met en place notamment, même d'autres formes de lépante, en général, la Turquie va pas faire long feu, et notamment s'il y a un gambit du Levant qui se met en place assez vite, la Turquie va exploser très rapidement. Donc l'idée de la Russie, ça va vraiment essayer de faire le dos rond, et puis, tant pis, elle n'aura pas vraiment de progression possible au sud. Peut-être au nord, mais elle gagnera sûrement pas la partie au sud. Pas avant un éventuel stab entre l'Autriche et l'Italie qui peut lui offrir des options en fin de partie. Tout à fait. Donc, bon, disons que c'est une mauvaise configuration dans tous les cas pour la Russie. Enfin, pas très bonne. Mais là, pour le coup, si elle se retrouve avec une flotte esselée en Arménie, elle devient carrément mauvaise. Donc avant de parler des comptes potentiellement que peut mettre en place l'Italie et l'Autriche, si jamais c'est un coup qui devient beaucoup joué, notamment en blitz, juste pour résumer au niveau des avantages, c'est que c'est une variante qui va être plus forte que la variante avec le rebond en mer Noire s'il y a une lépante qui se met en place en face. Et je vais dire, quelle que soit la forme de la lépande, en fait, dans tous les cas, ça sera légèrement plus avantageux pour la Russie et bien plus avantageux pour mettre en place une juggernaut s'il n'y a pas de lépante en face. Par contre, effectivement, si le Turc joue contre l'Autriche, notamment en rentrant en mer Noire dès le début, c'est une position qui va être délicate. Oui, absolument. Même dans le cas où Smyrne irait en Arménie avec Ankara mer Noire, on a quand même fait rebondir l'un des deux coups offensifs de la Turquie, mais on a abandonné la mer Noire, donc défensivement ça reste quand même viable, mais c'est quand même inférieur. Alors, on va peut-être regarder maintenant un compte potentiellement que peut mettre en place l'Italie à cette ouverture-là. Alors, on va parler là d'un compte qui est quand même un peu délicat à jouer en règle générale et qui fait vraiment sens que si on est on va dire dans Dans une le culture de jeu où il y a beaucoup de rebonds arméniens qui se mettent en place et où l'Autrichien connaît aussi un peu les tenants et les aboutissants de cette ouverture pour ne pas prendre cette ouverture italienne comme une déclaration de guerre envers lui. Ça va être à jouer dans des contextes bien particuliers. Les coups qui vont définir cette variante qu'on va appeler variante semi-slave, la variante semi-slave de la Lépante hongroise, donc Venise-Trieste et Rome-Venise. Qu'est-ce donc que ce jeu d'ordre? On dirait une agression caractérisée de l'Autriche. Et effectivement, l'Autriche va devoir prendre des mesures défensives immédiates. Le coup Vienne-Trieste va être absolument forcé ici, afin de ne pas se faire graber deux centres par une Italie potentiellement agressive. Donc là, c'est juste pour remettre un peu dans le contexte, ce jeu d'ordre italien force l'Autrichien à agir, parce que sinon, effectivement, l'Italien peut faire Trieste-Budapest et Venise-Trieste, et il y a deux centres qui tombent à l'Italie tout de suite,
Et autant dire que dans ce cas de figure-là, c'est injouable pour l'Autrichien derrière. Et du coup, pourquoi faire Vienne-Trieste? Alors déjà, il faut se rendre compte qu'on peut pas chasser l'armée de Trieste facilement. Si on chasse l'armée de Trieste, elle va retraiter en Budapest. Et si on essaye de pouvoir Budapest, on a des chances de se retrouver juste avec nos 3 centres nationaux. On va pas pouvoir s'assurer la Grèce, etc. Donc non, Serbie soutient Albanie-Grèce, c'est absolument forcé. Et donc l'idée de cette variante sémislave sera donc de continuer à Budapest, comme dans toutes les variantes de l'épante hongroise, et avec l'armée de Venise, aller au Tyrol. Alors, dans le cas, comme on l'a vu, où la Russie profite de ce rebond en Arménie pour jouer Sébastopol-Roumanie et Ukraine soutient Varsovie-Galicie. Peut-être juste avant, bien préciser aussi que dans le jeu d'ordre italien, l'idée c'est toujours pas d'attaquer l'Autriche et c'est donc aussi de rebondir enneigé avec la fête de Ionienne. Bien C'est sûr. important à mentionner. Bien sûr, on va jouer de la même manière qu'une épante hongroise, à cette différence près que l'armée de Venise va venir prêter main forte sur le front russe, va empêcher le débordement russe par Galicie-Bohême, donc va se retrouver au Tyrol à l'automne de la première année. Ce qui est important à voir, c'est que du coup, le fait de forcer Vienne-Trieste de la part de l'Autrichien, si le Russe joue Varsovie-Galicie soutenu par l'Ukraine, ça change rien à la position finale, le fait que Vienne ne puisse pas aller en Galicie. Voilà. C'est le premier point. On peut couvrir aussi le cas où du coup la Russie se ravise et va plutôt jouer Ukraine-Roumanie et Varsovie-Galicie, donc il va quand même passer en Galicie et avoir une armée en Roumanie, donc c'est le placement optimal de ces unités. Donc, au niveau des ajustements, donc assez logiquement, là, l'Italien il doit bien sûr mettre une flotte à Naples, une armée à Venise, c'est encore une fois une déclaration de guerre contre l'Autrichien, je le reprécise. Là, c'est complètement autre chose. Et donc l'idée, là, c'est de mettre une armée à Varsovie, côté russe, sachant que, comme à chaque fois qu'on étudie ces conflits au sud, on considère que l'armée, si le Russe prend la Suède, on considère qu'il mettra une armée à Saint-Pétersbourg pour jouer un peu au nord. Donc on va pas prendre en compte une deuxième armée potentiellement russe. Ce qui ne va pas changer grand-chose sur les quelques saisons à venir non plus, hein, même s'il va en Ukraine. Bon. Donc dans cette position, on va continuer comme à l'accoutumée dans une hongroise. L'Autriche va jouer Trieste-Albanie, Grèce-Égée, Ionienne soutient Grèce-Égée, Naples-Otis, exactement. Serbie-Roumanie et Vienne-Galicie. Comme ça, tous les soutiens sont coupés. Voilà, ça c'est important à voir, c'est que plutôt que de soutenir Budapest qui est menacé, il faut mieux attaquer les 2 unités russes, comme ça on coupe tout soutien potentiel sur Budapest, on est sûr que Budapest ne tombera pas. Et on va jouer Tyrol-Bohême pour empêcher tout débordement et prêter main forte à la Russie sur son front russe. L'Autriche sur son front russe. Bon voilà, il faut bien garder en tête aussi qu'on a du coup une faiblesse potentielle sur Venise face à la France en particulier. Donc faire très attention à un potentiel Marseille-Piémont. Mais dans bien des cas, on ne verra pas de mobilisation d'une armée à Marseille. Donc dans ce cas-là, on aura le feu vert pour gérer la ligne principale de cette variante. On devrait pouvoir, sans trop de problème, reprendre l'ascendant sur la Galicie. On a potentiellement 4 unités en Bohême, Vienne, Budapest et Serbie, contre 3 Russes, Varsovie, Galicie, Roumanie, tout en conservant les mêmes chances au sud contre la Turquie, de par les guerres diverses et variées dont on a déjà parlé. C'est ça, là ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à une lépante hongroise, sans rebond en Arménie, il y a très peu de différence au sud, voire quasiment aucune. On a toujours ces faiblesses sur la Serbie où il peut y avoir une concertation entre un soutien de Bulgarie sur Roumanie-Serbie, on a toujours ces options-là. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué ici, c'est le rôle de Budapest. C'est que Budapest va pouvoir faire plusieurs choses. Elle peut soit soutenir Vienne-Galicie, soit soutenir Serbie-Roumanie. Comme d'habitude, il y a ce choix-là. Bon, le coup par défaut, ça va être plutôt Budapest soutient Vienne-Galicie, mais... Donc voilà cette réponse potentielle au rebond arménien. Dans ce cas-là, en général, quand on va prendre la Tunisie à la fin de la deuxième année par l'Italie, on va être obligé de remobiliser pour assurer la couverture de Venise. Oui, c'est ça. En général, une armée à Rome. On a déjà assez d'armées qui encerclent l'Autriche, on va pas en rajouter. Donc surtout pas à Venise, mais une armée à Rome pour couvrir Venise potentiellement. Et potentiellement qui peut se faire convoyer en Turquie selon les plans habituels. Donc voilà tout pour cette variante semi-slave de la lépante hongroise, donc qui a surtout pour objectif de contrer un rebond arménien de la part du russe. On voit quand même que c'est un peu plus menaçant pour l'Autrichien en début de partie,
Et donc, le défaut, on va dire, de cette ouverture, c'est que ça peut générer des tensions entre l'Autrichien et l'Italien, et donc faire en sorte qu'il n'y a pas vraiment de coordination qui se mette en place, et qu'ils vont juste se faire la guerre, parce que l'Autrichien aura mal pris cette incursion à Trieste et avec Rome-Venise, ce qui est compréhensible aussi si on ne connaît pas la variante. Si on ne connaît pas la variante, si on ne connaît pas les personnes avec lesquelles on joue, etc. Ça peut aussi avoir plus de sens dans des parties sans anonymat. Il y a certains Autrichiens dont on sait qu'ils ne vont jamais trahir durant les 3 premières années au minimum, parce qu'ils ne croient pas à leur chance face au retour de bâton potentiel. L'autre faiblesse à noter, c'est par rapport à une menace potentielle de la France sur Venise. Donc à jouer avec parcimonie, chaque joueur italien de bien mesurer les contextes dans lesquels il veut employer cette variante. Ok, et bien merci Conrad pour tous ces éclaircissements du coup, donc sur cette variante du rebond arménien et sur les contres potentiels à cette variante-là de la part de l'italien, donc qui sont surtout à jouer par l'italien plus que par l'Autriche. Et bien merci à tous en tout cas pour avoir écouté cette vidéo, et puis on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos de stratégie, de tactique, etc. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez un peu à la fois du format et du fond, si vous avez des critiques, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas, on est ouvert à tout cela. Merci Brieux, à bientôt.